Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir ce lundi matin pour le 6e webinaire spécial COP27 du groupe KEA. Vous savez peut-être que KEA est un cabinet de conseil qui très tôt est devenu entreprise à mission dès le mois de mars 2020. Donc c'est normal que nous nous engagions dans la transformation du monde par la transformation des entreprises. Je suis Jörg Goléer, je suis consultant chez KEA. Voici mon collègue Thomas Genevray, aussi consultant chez KEA, avec lequel nous allons animer un débat sur l'ancrage territorial comme accélérateur de la production industrielle durable. Alors la phrase est un peu longue, voire d'ailleurs beaucoup trop longue, mais tous les mots comptent. Durable, parce que je pense que l'avenir ne sera ou ne sera pas, donc c'est une évidence pour tous maintenant. Accélérateur, je crois que la COP27 le confirme, d'autres le savaient avant, la maison brûle, donc la vitesse est essentielle. La production industrielle pose justement la question de l'accès aux ressources, qu'elles soient infrastructurelles, matières premières, des connaissances, du financement ou des talents, et notamment les connaissances techniques, parce que l'industrie sera 4.0 pour être durable, ou elle sera durable en étant 4.0. Et je pense que nos invités, que je salue déjà, vont nous en parler beaucoup plus que moi. Et la question du territoire, parce qu'il y a un certain nombre de stratégies qui, en étant sur cet ancrage territorial, sont justement capables d'accélérer cette production industrielle. Je vous l'avais dit, c'est moi qui me passe les slides, je crois. Nous sommes le 6e webinaire, il y en aura 5 autres cette semaine. Je vous invite notamment à celui de demain matin de mon ami Stéphane Dalla Ribera et Hugues Ménard sur les achats, et puis demain soir, et Coran Vercola et son équipe Cézanne sur la bascule économique. Je vous avais dit, donc moi-même je suis Jörg Goléer, j'animerai avec Thomas le débat. Il ne s'agit absolument pas de vous faire un autre slideshow de consultants. Il y a 0 slide une fois que je vais passer cela. Je vais commencer maintenant par saluer mes invités qui nous aideront sur ce débat. Le slide ne passe pas. Alors, je vais commencer par Caroline Granier, qui est docteur en sciences économiques, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie et coordinatrice de l'Observatoire des territoires de l'industrie. Bonjour Caroline. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là, Caroline. Jacques Fayeul, directeur des mines de Saint-Étienne et président de la Confédération des grandes écoles d'ingénieurs. Bonjour Jacques. Jacques, vous êtes là? Jacques. Se joindre à nous. Nous avons avec nous 3 industriels. Stanislas Lacroix, PDG de Aldes Group. Au-delà de Stanislas lui-même, un convaincu première heure de l'écologie et du leadership responsable, Aldes est un contributeur de transition énergétique. Bonjour Stanislas. Bonjour. Mathieu Michaud, directeur financier du groupe Focal et Naïm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Focal et Naïm est à peu près au son ce que Chanel est au parfum. Donc c'est du luxe. Plus que de la haute fidélité, de la haute qualité, c'est vraiment du luxe. Et bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Et Gilles Réguillon, qui est CEO du groupe Chamatex. C'est du textile de haute performance pour différents secteurs. Et vous allez voir, Gilles va vous parler d'éco-responsabilité aussi, il va vous parler d'industrie 4.0, notamment la dernière usine en Ardèche qu'il a montée. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Gilles, vous êtes en condition safe pour nous parler? Oui, sans problème, c'est pas moi qui conduis. Merci Gilles. Alors on va commencer tout de suite. On va avoir 3 temps. Un premier temps où vous allez appréhender un peu en quoi territoire et où territorialité et durabilité s'inscrivent dans les stratégies des industriels, mais aussi dans la stratégie de l'école, et Jacques nous en parlera, si Jacques est là. Jacques est présent, il me semble. Ouais. Et puis on aura 2 débats sur des accélérateurs particuliers. Je vous avais parlé de l'accès aux ressources, il y en a notamment une qui nous tient à cœur, qui est l'accès au talent, parce qu'il n'y a pas de stratégie réussie sans talent qui les exécute.
Et puis, une deuxième partie de débat sur l'écosystème et les parties prenantes dans un territoire. Quand je parle de débat, c'est qu'il n'y aura pas de questions-réponses à la fin, il y aura des questions immédiates. Et j'ai mon ami Thomas qui va être votre porte-parole. C'est alias Fidel Castro, donc un peu de censure fera du bien, donc il fera en sorte que les questions soient pertinentes, notamment dans le flot du débat. Mes 5 invités sont en forme débat, donc vous pouvez aussi vous poser des questions entre vous pour que je sois moi un maximum muet. Alors je vais démarrer par vous, Gilles, pour déjà mieux appréhender en quoi territoire et durabilité s'inscrivent dans votre stratégie industrielle. Je vous laisse la parole. Oui, sans problème. Écoutez, nous sommes un petit groupe de textiles avec une dizaine d'entités qui sont principalement en région Rhône-Alpes. Donc sur la dizaine d'entités, en fait, on en a 8 qui sont en région Rhône-Alpes. Et la maison mère, le siège, mais également on a fait des petites acquisitions durant les 10 dernières années, ainsi que de la croissance organique, toujours basée sur l'innovation. Et chaque fois qu'on est dans cette stratégie, en fait, on essaye de se repositionner au niveau du territoire. Alors, au niveau du territoire, mais pas que, parce qu'on a quand même aussi un atelier en Tunisie de confection moderne, Toptex, et on est en train de construire une usine au Vietnam en ce moment même pour être capable de livrer nos clients en local to local. Ça veut dire que on va dire que les 3/4 de notre stratégie, c'est vraiment de positionner une force de frappe à la fois en R&D, innovation et en usine sur le territoire, et notamment le territoire rhône-alpin, mais également d'être capable après de délivrer nos clients sur des zones plus lointaines. D'accord. Merci beaucoup, Gilles. Stanislas, vous voulez enchaîner? Même question pour vous? Volontiers, il faut juste la discipline du micro. Bonjour à tous. Aldes est un groupe qui a comme métier de vous apporter des solutions pour mieux respirer dans tous les locaux que vous utilisez tous les jours, de maisons individuelles, collectifs et tertiaires. Et nous sommes présents dans de nombreux pays européens et du monde, comme la Chine, les États-Unis, le Canada, les régions du Golfe et du nord au sud de l'Europe. Un peu comme ça a été expliqué, nous avons la moitié de notre chiffre à l'international avec une stratégie que je qualifierais de multilocale. Ce que nous concevons et fabriquons en Chine est vendu pour le territoire et pour le marché chinois. Ce que nous concevons et fabriquons pour le Nord-Amérique, de la même façon, reste au Nord-Amérique. Donc nous sommes implantés sur nos territoires et nous vivons en lien et en proximité de nos territoires, surtout dans nos typologies de métiers. Donc très logiquement pour nous, territoire et performance durable s'inscrivent dans une même dynamique. Merci Stanislas. Mathieu, peut-être pour enchaîner? Oui, bien sûr. Donc Focal est un groupe originaire de la région stéphanoise. On est implanté à 5 minutes de Saint-Étienne depuis 40 ans. On a une usine de production également en Bourgogne, au niveau de Bourbon-Lancy. Focal fait partie d'un groupe, le groupe Focal Name, qui a également une entité de production sur la partie électronique qui est basée à Salisbury, 45 minutes au-dessus de Southampton. Donc ces deux marques ont un peu plus de 40 ans, sont restées là où elles ont été fondées il y a plus de 40 ans et délivrent désormais un chiffre d'affaires autour de 150 millions d'euros qui est à 80% à l'international. Puisqu'on a 10% de notre chiffre d'affaires en France et 10% de notre chiffre d'affaires avec une croissance très forte. Et une volonté de mettre en avant les savoir-faire qui sont ceux qui sont à l'origine de la création des sociétés, à la fois en France et en Angleterre. Vous l'avez vu, hein, c'est pas un hasard. On avait parlé d'ancrage territorial. Nous avons effectivement 3 sociétés rhône-alpines, sachant que Jacques va nous parler de Saint-Étienne aussi. C'est absolument pas fortuit. Il y a d'autres points communs d'ailleurs dans ces ETI championnes. Il y a de l'éco-responsabilité, il y a effectivement des stratégies
clairement établie, notamment industrielle, et forte propension à l'innovation. Je vous invite d'ailleurs à regarder un peu ce que ces trois entreprises font, c'est assez extraordinaire. Je vous invite aussi d'ailleurs, avant de donner la parole à Caroline et Jacques, d'aller sur le chat. Vous verrez pas mal de liens vers des publications, notamment celle de Caroline, qui a encore très récemment écrit sur la zéro artificialisation des sites industriels. Jacques, pareil pour vous, en termes de, je l'avais dit, il n'y a pas une stratégie qui s'exécute convenablement sans des talents pour l'exécuter. Je pense que Gilles, Stanislas et Mathieu me conforteront dans cette pensée. Quelle est la stratégie de l'école des mines? Il s'agit de développer les talents pour l'industrie de demain, mais aussi des territoires français de demain. Alors, territoire français, alors on a entendu Angleterre, Vietnam, Tunisie, mais restons peut-être déjà sur la France. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez à présent. Le Très bien. petit problème de micro résolu. Oui, l'école des mines de Saint-Étienne fait partie d'un groupe qui est l'Institut Mines Télécom et au travers de nos 200 ans d'âge, puisqu'on est une des plus anciennes écoles d'ingénieurs en France, on travaille effectivement à deux missions principales qui, je crois, intéressent un tout petit peu nos participants, qui sont de leur fournir une main-d'œuvre formée de manière adéquate, en tout cas conforme à leurs attentes. Et le fait que notre tutelle soit le ministère de l'Industrie est non neutre dans cette proximité. Et au-delà de former les cadres de demain, c'est aussi accompagner au travers des travaux de recherche et de développement économique, accompagner l'innovation dans les entreprises. Vous le soulignez, on est présent dans 2 campus, dans 2 régions, en Auvergne-Rhône-Alpes et en région sud, donc à Saint-Étienne et à Lyon pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et en banlieue de Marseille, à Gardanne, pour la région sud. Pour une école d'ingénieurs comme Mines Saint-Étienne, il serait extrêmement facile d'être totalement hors sol. C'est-à-dire qu'on pourrait très facilement recruter nos candidats étudiants dans les meilleurs lycées parisiens. Ils feraient un petit séjour sur Saint-Étienne pendant leurs 3 années d'études et puis ils repartiraient travailler, qui à la City, qui aux États-Unis, qui à Singapour ou sur d'autres territoires français. Or, j'ai l'habitude de dire qu'une école d'ingénieurs, c'est aussi un instrument de développement économique territorial et donc on se doit d'accompagner le fait de placer nos jeunes diplômés et avant même d'être diplômés, d'avoir des interactions les plus fortes possibles avec les entreprises du territoire au jour le jour. Et c'est ça qui rend l'ancrage durable, c'est ça qui fait que je suis persuadé que dans 50 ans, Mines Saint-Étienne sera encore sur ces campus parce que nous travaillons en proximité immédiate avec nos entreprises et avec nos collègues. Et cette surface de contact au jour le jour qui fait qu'on rencontre des chefs d'entreprise, on les écoute sur leurs besoins en termes de RH, en termes d'innovation et cette structure d'écoute amène à des projets qui utilisent des étudiants, qui utilisent des diplômés. C'est cette surface de contact qui va derrière les amener à prendre leur premier poste sur le territoire. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Alors, Caroline, je termine par vous. On va me dire que ce n'est pas tout à fait poli, mais c'est en fait parce que vous avez un regard quand même en surplomb de tous. Donc, merci pour votre patience. Est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs, par rapport au regard que vous avez sur l'ensemble des 146 territoires Industrie France, quelles observations vous pourrez partager avec nous quand il s'agit de disparité des territoires et finalement de disparité ou plus ou moins de diversité de performance de stratégie industrielle durable? Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Merci. Oui, nous, ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pas une recette unique qui fait qu'un territoire va mieux fonctionner qu'un autre en matière d'industrie. Ce qui nous paraît important et peut-être le point ou les 2 points communs qu'on peut avoir malgré tout, malgré la diversité des territoires industriels que l'on peut observer, c'est il faut que l'industrie fasse partie d'un projet territorial. Il ne faut pas que ce soit traité isolément et 2, il faut que ce soit partagé par un ensemble d'acteurs. On a parlé de l'importance d'avoir des compétences, mais aussi de favoriser la rencontre avec les chefs d'entreprise, les collectivités locales et en matière de durabilité avec les riverains, parce qu'on a certains problèmes d'acceptabilité sur certaines installations, acceptabilité
qui était déjà en fait un problème lorsqu'on décide d'implanter une usine sur un territoire. Et peut-être le deuxième point commun entre les territoires industriels, c'est pour qu'il y ait un succès, pour que finalement ce projet territorial fonctionne bien et s'inscrive, finalement, l'important, c'est que ce projet de territoire s'inscrive dans le long terme. On parle de durabilité, effectivement, en matière environnementale, etc. Mais on pense aussi que dans le cas de l'industrie, il faut que ce projet autour de l'industrie s'inscrive dans le long terme. Mais ça peut être vrai pour n'importe quel projet économique. Après, en matière de diversité des territoires, ce qu'on observe, c'est des territoires qui fonctionnent très bien, mais avec des ressources complètement différentes. L'Observatoire des territoires d'industrie a mandaté 2 chercheurs de l'Université de Poitiers, donc Étienne Foucré et Emmanuel Nadeau, pour mener des études de terrain. On a étudié notamment Angoulême-Cognac et Alsace centrale. Angoulême-Cognac, donc caractérisé par une ressource naturelle qui est le cognac, et qui, depuis finalement le XVIe siècle, il me semble, ont réussi à faire finalement de cette ressource naturelle la ressource clé du développement territorial. Et aujourd'hui, finalement, le système productif s'organise toujours autour du cognac, mais ils ont élargi finalement à plus de spiritueux, donc ils se sont servis de leurs compétences passées, de l'héritage du territoire pour agrandir leur spécialisation. Et de l'autre côté, on a Alsace centrale qui finalement a une position géographique à cheval historiquement entre 2 territoires, l'Allemagne et la France, mais qui aujourd'hui se sert de cette proximité avec l'Allemagne comme une force. Donc on a un tissu finalement d'entreprises franco-allemandes qui est installé en Alsace et qui finalement puise à la fois dans la culture allemande, en termes notamment d'industrie 4.0, et à la fois dans la culture française, pour avoir un certain dynamisme, une certaine résilience face aux crises. D'accord. Merci pour ce regard-là. Gilles, vous, l'équation de succès, sur votre approche locale pour local, ça serait quoi? Alors, je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais non, mais écoutez, non, mais on n'est pas dans les recettes miracles. Et puis, il faut rester humble devant la difficulté de ce qui nous attend au quotidien. Hein. La stratégie que je mène, moi, elle est basée d'abord sur l'innovation. Sans innovation, et encore plus peut-être que mes confrères, en étant moi dans le textile, il y a longtemps qu'on n'existerait plus. Donc l'innovation dans le produit, dans les textiles, on dépose des brevets, l'innovation dans les process, on a des usines automatisées dans lesquelles on a déposé des brevets également pour essayer d'être différenciant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième facteur, c'est l'humain. Sans l'humain, on ne fait rien. On a beau avoir la meilleure stratégie du monde, les meilleurs clients, les meilleurs fournisseurs. Puis, si on n'a pas une équipe dirigeante qui adhère, si on n'a pas un encadrement derrière qui adhère, si on n'a pas des États mais des ouvriers qui adhèrent au quotidien, ainsi que des partenaires autour de nous, que ce soit des partenaires financiers, des partenaires industriels, on ne fait rien du tout. Donc l'humain, pour moi, il est vraiment au centre de tout. Il est au même niveau que l'innovation. Sans innovation, on disparaît. Sans humain, on est incapable de tracter tout ce qu'on tracte. Après, il y a un autre paramètre, c'est l'excellence. Je pense que moi, aujourd'hui, dans toutes mes entreprises, je prône l'excellence. C'est-à-dire que quand on vise l'excellence, eh ben, on est bon. Si on vise d'être bon, on n'est pas passable. Si on n'est pas passable, on passe à la trappe. Donc, c'est l'excellence en permanence également. Et puis, évidemment, le RSE, aujourd'hui, si on n'a pas en permanence le RSE en tête, et là aussi, je pense qu'on fait fausse route. Donc voilà, moi, aujourd'hui, les 4 vecteurs qui sont très importants, innovation, humain, excellence et RSE. Merci Gilles. François Guérin, président du CETI, avait annoncé lors du premier webinaire qu'en étant très en amont d'ailleurs sur ces sujets RSE, il est forcément en avance sur l'innovation. Stanislas, vous partagez ce point chez Aldes? Tout à fait, mais je voudrais peut-être revenir avant de répondre à la question qui est posée sur un point que je trouve très intéressant que nous met en avant Caroline. Nos entreprises, en tout cas c'est ma conviction, se sont développées parce qu'elles ont trouvé sur chacun de leurs terrains, de leur terreau, des savoir-faire, des compétences, des talents qui ont permis d'être ce qu'elles sont aujourd'hui.
Et en fait, on est autant le territoire qu'on crée son territoire. Et c'est un élément qui est assez fondamental. Je l'ai très rapidement expliqué, mais on a une multilocalisation chez Eldes, que ça soit en France ou à l'international, et on représente où on est à l'image de chacun de nos territoires. Que ça soit sur Lyon, où on a un bassin très particulier, très industriel, où on a l'ensemble de ces savoir-faire qui ont permis de se développer. Mais quand on a préparé, je donnais l'exemple d'un de nos gros centres qui est au Canada, qui est sur la province du Québec, donc qui aussi vit en difficulté de talents et de ressources, puisqu'on est sur le plein emploi sur ces régions-là. Et on voit bien à quel point il est aussi important d'être capable d'être dans cette dynamique de recherche de la compétence que d'être participant en fait pour faire émerger les compétences de son territoire. Et ça, c'est un point pour moi qui m'est très cher. Donc, pour revenir sur l'innovation, c'est un peu de la même façon. Vous ne vivez et vous ne pouvez faire émerger l'innovation que quand vous trouvez les talents et les savoir-faire qui correspondent sur vos territoires. Et ça, c'est également quelque chose qui est assez clé chez nous, à tel point d'ailleurs qu'on a fait le choix il y a quelques années pour suivre un homme qui représentait, ou en tout cas qui était la quintessence de la démarche d'innovation, de déménager notre centre de recherche sur la région de Toulouse, puisqu'il avait une histoire familiale qui l'a emmené sur ce bassin-là. Et quand on a réfléchi, on s'est dit, ça a deux avantages. Un, on suit un homme, donc déjà dans le respect de ce qu'il porte et de ce qu'il amenait à l'entreprise, et de l'équipe aussi qu'il dirigeait. Et deux, on est allé sur un bassin qui avait une forte dynamique aussi dans les métiers qui nous intéressent. Donc on voit bien en fait qu'à la fois cette démarche RSE est fondamentale, le respect des hommes, le respect de son territoire, et participer pour être capable de créer cette dynamique d'innovation par ce qu'on y puise. Ça fera une excellente transition, Stanislas. Je donnerai la parole d'ailleurs à Jacques quand on va parler de talent et de la manière dont les choses s'imbriquent entre les entreprises et ceux qui sourcent produisent justement ces talents de demain. Je voudrais juste redonner un tout petit peu la parole à Mathieu pour que vous disiez aussi en quoi RSE, durabilité chez Focal In-Name arrive en premier lieu ou en moteur de votre stratégie. Oui, complètement. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été dits dans lesquels Focal se retrouve complètement. Quand on parle d'innovation et de nécessité d'excellence, c'est tout à fait applicable à Focal. Nous, on a une part très importante de notre chiffre d'affaires qui est réutilisée pour nos bureaux de R&D. On a des investissements très importants tous les ans. On a des relations avec les écoles de type Mine de Saint-Étienne et d'autres écoles sur Lyon qui nous permettent aussi d'obtenir un vivier de talent et qui font la force du territoire dans lequel on est, qui est un territoire très fortement industriel, avec un bassin d'emploi important par rapport à la taille du territoire. Et les relations avec les entreprises qui sont importantes. Nous, l'innovation, l'objectif de la société de Focal et également de Name, la société anglaise, c'est la création de nouveaux standards sur le marché. Et ces nouveaux standards sur le marché, dans le futur, ils vont forcément s'inscrire dans le cadre de la RSE. Ils s'inscrivent par des nouvelles technologies et également par des nouveaux matériaux. Et nos ingénieurs sont très attentifs à ces points-là, sur la durabilité de nos produits, qui amènera également à la durabilité de l'entreprise. Je pense que les deux sont assez reliés, puisque c'est en devançant un petit peu le marché et les technologies qu'on saura faire perdurer l'activité économique de l'entreprise et même la faire grandir. Jacques, est-ce que vous pouvez je suis presque sûr parce qu'on l'avait un peu préparé avec vous, nous donner quelques stats sur combien d'ingénieurs vont dans les ETI, vont dans des ETI industriels, et notamment dans la région. Alors, je sais que la région entre Stanislas à Lyon, Mathieu à la Talaudière, je pense qu'on a aussi disparité des situations. Oui, vous en dire un peu plus en stats. Oui, tout à fait. Donner quelques chiffres, mais juste avant de donner quelques chiffres, juste rebondir sur les propos des participants. On voit qu'on est parfaitement aligné sur la question de la capacité à mobiliser l'écosystème. J'aime bien la notion de projet territorial qui traduit complètement le fait que on agit tous dans le même écosystème, et cette capacité à mobiliser l'écosystème pour le tirer dans le même sens est assez fondamentale, et je le vis
Je le vis comme patron d'une école d'ingénieurs, à la fois avec ce rôle de un petit peu amont d'amener des ressources humaines sur le territoire, mais aussi comme un acteur économique, c'est-à-dire que une école d'ingénieurs, même publique, ça vit avec une certaine fraction de fonds publics, mais aussi avec une certaine fraction de fonds privés liés à nos projets, et on est un vrai acteur économique, et si on n'est pas ancré dans notre territoire, on a des petits soucis de modèle de fonctionnement aujourd'hui. Alors, pour accompagner cette innovation, effectivement, un de nos jobs, c'est d'amener les jeunes diplômés, et même avant qu'ils soient diplômés, les étudiants en termes de projets dans les entreprises du territoire. On est aujourd'hui à un gros tiers de nos jeunes diplômés qui prennent leur premier job dans des PME TI sur le territoire, sur nos territoires d'appui, à proximité des campus, donc en Auvergne-Rhône-Alpes et en région sud. Et pour faire ça, alors moi j'ai l'habitude de dire qu'une école d'ingénieurs c'est un accélérateur d'innovation, c'est-à-dire qu'on ça ne se traduit pas seulement par regarder le fait que une fois que l'étudiant est diplômé, il regarde son CV et il va chercher un job. Mais ça se passe bien avant. Ça se passe par des rencontres multiples pour faire connaître les entreprises. Un étudiant diplômé de Mines Saint-Étienne, il va aller plus naturellement aller bosser dans des très grands groupes dont le logo ou le nom lui parle immédiatement. Et il aura toute la facilité pour le faire. Par contre, on le sait bien qu'il y a des belles et des très belles ETI industrielles sur nos territoires. Et si à un moment donné, je vais prendre Focal qui est là autour de la table, Focal n'a pas des projets au cours des études avec des étudiants, la capacité pour un jeune diplômé de se dire je vais commencer ma carrière d'ingénieur dans l'innovation chez Focal et pas complètement un réflexe immédiat. Donc ça se travaille, ça se met en place par des contacts, ce qu'on appelle des amphis entreprises, des projets industriels au cours de voilà. Ça prend de multiples actions et je le résume sur mobiliser l'écosystème. Merci. Mathieu, justement, au quotidien, chez Focal, vous faites quoi pour exister dans les campus? Alors, tout à fait, je voulais effectivement réagir sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment important. Et tout à l'heure, il a été évoqué le fait de créer son territoire. Nous, on a un certain nombre de compétences qu'on doit aller chercher. L'évolution de nos technologies fait qu'on doit aller chercher également de nouvelles compétences différentes de celles dont on disposait jusqu'à présent. Les relations avec les écoles, elles sont nécessaires et elles doivent forcément être anticipées puisque lorsque on commence à créer la relation, l'entreprise en tirera les bénéfices via l'acquisition de talents, je dirais, qu'à moyen terme, qu'à horizon 2, 3, 4 ans. Donc nous, au quotidien et annuellement, on doit aller porter un discours, montrer quel est l'intérêt pour les étudiants de s'engager dans un projet avec une entreprise. On sollicite également des alternances puisque on a un nombre d'alternants qui grandit dans nos sociétés et là on voit une transformation très forte sur ces dernières années entre un contexte où on recrutait plutôt voilà, à la sortie d'études et désormais on essaie d'intégrer finalement des parcours plus en amont pour avoir une relation gagnant-gagnant entre l'étudiant qui a un projet proche de l'endroit où il travaille et qui prend connaissance finalement des opportunités dans le bassin d'emploi dans lequel il est et l'entreprise qui se nourrit de l'écosystème qui l'entoure. Et Stanislas, vous avez évoqué la problématique du plein emploi au Canada. Je pense que dans des générations futures, en tout cas en France, on risque d'être confronté à ce type de situation. Vous avez du mal à recruter ce que vous cherchez? Alors, c'est un exemple intéressant parce qu'on a eu beaucoup de difficultés jusqu'au moment où on a changé de DRH et de mode en fait, d'accès au marché. Et alors je ne veux pas dire que ça soit simple, mais il y a une démarche avec un changement, une proactivité nouvelle
sur ce site. Hein. C'est un site où il y a à peu près 120 personnes et on a globalement doublé le site en l'espace d'1 an et demi en termes de croissance. Donc, pour vous expliquer la dynamique, on a recruté à peu près 60 personnes en l'espace d'1 an. Et on pensait que ça allait juste être un enfer dans une zone en plein emploi. Et en fait, ce DRH est arrivé avec une pratique très différente de celle classique qu'on peut utiliser ou employer soit en Europe, soit sur nos autres sites classiquement, et nous a permis d'être en connexion, d'être en relation et surtout d'être audible auprès de ces populations-là. Alors je dis population au pluriel, puisqu'on a recruté des ouvriers, des ingénieurs, des agents de maîtrise, donc ça a été toute qualification. Et ça se passe, et ça se passe plutôt très bien. Donc je pense que c'est beaucoup lié aussi à la compréhension, une fois de plus, de son terrain, de son territoire, et de sortir de chez soi, de s'ouvrir, d'être les pieds sur son territoire pour être capable d'être visible, lisible, et du coup audible par ceux qui sont en recherche d'emploi. Merci. Jacques, vous voulez intervenir? Oui, je voulais réagir à ça parce que là du coup, je prends ma casquette de président de la conférence des écoles françaises d'ingénieurs qui recoupe la totalité des écoles. On a quand même, il faut le souligner auprès de notre public, un risque majeur devant nous sur les 10 prochaines années qui est lié à deux choses, qui est lié d'une part à un effet démographique qui fait que on est sur une pente démographique qui n'est pas complètement positive dans les 10 prochaines années, et effet démographique qui s'adjoint par le fait que il y a un certain nombre de sujets, dont la réforme du bac, dont l'appétit pour les sciences en lycée, le vivier de scientifiques qui conduisent les projets d'innovation technologique que mènent nos collègues n'est pas complètement sécurisé sur les 10 prochaines années. Et donc, on va avoir une vraie problématique de compétition internationale de premier ordre sur la question de nos viviers de ressources humaines à amener dans les entreprises demain. Et bien que les processus dans nos territoires est une façon de sécuriser cela. Stanislas, vous vouliez peut-être nous donner quelques clés de la pratique de ce DRH? Ou c'est un secret? C'est ce que j'ai essayé de synthétiser. Alors, donner les clés, il faudrait le faire parler parce que c'est lui qui serait à même. Mais globalement, ce que je note et qui est extrêmement différent, hein, on est sur une zone entre Québec et Montréal où globalement on est à 3,2, 3,3% de chômage. Donc, on est chroniquement sur du plein emploi. Moi, ce que j'ai noté dans sa pratique, c'est que globalement, rien n'est impossible et tout doit être dans la proactivité. C'est-à-dire qu'il n'attend jamais le candidat, il va toujours à la recherche d'eux, en contact vert. C'est pas en attendant ceux qui sont sur le marché de l'emploi, en fait, qui l'intéresse. Lui, il va en permanence chercher ceux qui sont dans l'emploi. Donc, quand on est sur des marchés de plein emploi, on ne regarde pas le vivier de ceux qui sont en recherche, on regarde le vivier de ceux qui sont sur le marché et qui sont des talents potentiels. Donc, il y a un changement de paradigme. On a tendance, même si je caricature un peu mes propos, hein, c'est toujours plus facile, de regarder plutôt ceux qui sont en écoute que ceux qui ne le sont pas. Et lui a tendance à passer plus de temps avec ceux qui ne le sont pas que ceux qui le sont. Voilà un peu ce que je retiens de sa démarche. D'accord. Bien. Caroline, peut-être une lecture un peu pareille, benchmark en surplomb. Comment vous pourriez nous qualifier un peu de la situation France des différents territoires? Est-ce qu'il y a des zones où fondamentalement on a peut-être accès à de l'infrastructure, de la matière première, mais il n'y a personne qui veut s'installer? Que la France est ce qu'elle est? Oui, alors après, alors il existe plusieurs typologies de territoires. Après, là, si on donne un schéma un peu général, on se rend compte d'un très fort dynamisme, notamment dans l'ouest de la France. Donc, on a pu cette région du nord, nord-est, qui, au cours, on va dire, des années 60-70, était la région industrielle de France. On a pu observer quand même un déplacement un peu de l'emploi industriel plutôt vers la région de l'ouest. Mais quand on parlait d'innovation, ce qui est, on va dire, des bienfaits d'innovation, c'est que ça permet aussi de renouveler les ressources d'un territoire. Et en ce moment, on voit, en tout cas dans les Hauts-de-France et le nord de la France de manière générale, un regain de dynamisme autour de l'industrie, et ils sont vraiment en train
de refaire vivre l'industrie autour justement d'un certain nombre de projets d'économie circulaire. Et donc, je voudrais rebondir sur l'idée d'innovation. Oui, l'innovation, c'est un des moyens, effectivement, de réindustrialiser, et deux aussi, un point commun peut-être entre l'ensemble des autres intervenants, vous avez tous parlé de l'international. Encore une fois, oui, on parle de l'industrie au niveau France, au niveau local, mais il ne faut pas oublier que l'industrie est exposée à la concurrence internationale. Donc, il faut essayer de jongler entre ce local et ce global, et de s'insérer quand même dans une concurrence qui est internationale. Et un des moyens justement d'avoir une certaine compétitivité, c'est effectivement de monter en gamme via l'innovation technologique. Mais à côté de l'innovation technologique, sur certains territoires, c'est le cas de Romans-sur-Isère qui a fait revivre l'industrie de la chaussure, on peut avoir aussi de l'innovation d'une autre nature, de nature sociale. Et c'est le fait de trouver un moyen, encore une fois, de mobiliser les gens, notamment quand on a un fort taux de chômage. Donc là, je pars de l'inverse d'une situation de plein emploi, mais une situation où on a un fort taux de chômage, on a un PIB par habitant qui n'est pas forcément, qui est plus faible que la moyenne nationale. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut mettre en place de nouvelles formes de coopération qui vont répondre à ces besoins-là. Et ça c'est plus du ressort de l'innovation sociale. Mais ça reste quand même une réponse adaptée à un problème expérimenté par un territoire. Donc, je partage le constat en tout cas, la conclusion que l'innovation est un facteur important pour le développement local. Je me permets de réagir, si vous m'autorisez. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Je ne sais pas si c'est l'innovation qui crée l'entreprise ou l'entreprise qui crée l'innovation. Vous ne pouvez innover que si vous trouvez les talents sur les territoires. Et c'est pas en décrétant l'innovation que vous allez générer en fait de la dynamique territoriale. C'est parce que vous avez des hommes et des femmes qui sont morts de faim d'innovation, alors pas au sens mais c'est parce que vous avez des gens talentueux qui ont envie de s'y mettre, qui ont des idées, qui est une vraie vision, qui vont permettre du coup de générer, de catalyser de l'énergie. Et cette énergie, elle va se trouver sur le territoire. Donc c'est pas en décrétant l'innovation, c'est parce que vous avez des gens qui ont envie, qui vont être générateurs d'innovation. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pour ça que les politiques qui visent plutôt à laisser les territoires un peu gérer leur développement local, leur donner des outils d'aide, d'accompagnement, mais c'est bien aux territoires qui connaissent leurs ressources d'établir finalement leur stratégie en lien avec les entreprises qui y sont implantées. Mais effectivement, l'innovation, tout comme l'industrie, ne se décrète pas depuis Paris. Mathieu, votre lecture de la talaudière? Entre la poule et l'œuf, il y a clairement un élément intéressant, c'est que nous, on a besoin de compétences, des meilleures compétences pour pouvoir créer des nouveaux standards sur le marché. On a besoin de pouvoir montrer à ces jeunes qu'il y a des choses à faire ici à Saint-Étienne, et il n'est pas forcément facile d'attirer des gens ici. Il y a un vivier qui existe. Néanmoins, pour aller chercher des meilleures compétences, par exemple dans le domaine du software, du développement applicatif, tout ce qui est nouvelles technologies, on a du mal à les attirer, et je dirais qu'on a d'autant plus du mal à les attirer qu'il faut prendre en compte les nouvelles contraintes qui sont celles qui sont apparues avec la crise sanitaire. Et on a une demande très forte, évidemment, de pouvoir travailler à distance. Et c'est aussi probablement un des leviers pour nous pour attirer des jeunes talents. C'est pas forcément de rattacher l'intégralité de nos compétences et de nos talents à un site physique, mais plutôt à un écosystème société. Donc là, il y a des choses à inventer dans l'organisation d'une société à l'heure actuelle, et qui ont pas mal changé depuis ces 3 dernières années. Oui, je voulais réagir à la fois au propos de Stanislas et de Mathieu. On voit bien l'importance de l'innovation, et je sais, en parlant à des chefs d'entreprise, souligner l'importance de l'anticipation, et d'avoir dans chacun de nos process, essayer d'avoir un petit temps d'avance.
Et si je me l'applique à moi-même, structure de formation, on se doit d'anticiper parce que former, ça prend un petit peu de temps. Et donc, on va produire des ingénieurs qui sortiront sur le marché de l'emploi 3 ans plus tard. Et si on n'est pas en écoute des signaux faibles pour anticiper, dans 3 ans, les entreprises auront besoin de telle typologie de diplômés, on loupe une partie du schéma. On est en train à Mines Saint-Étienne de retravailler notre plan stratégique 23-27 qu'on travaille de manière agile parce que les plans quinquennaux à la mode soviétique relativement peu pour moi en tout cas, mais travailler par exemple le fait que comment est-ce que la transition écologique est demain un levier de transformation des entreprises. Et derrière, de travailler ça avec notre écosystème d'entreprise pour dire aux jeunes diplômés, oui, vous allez travailler sur l'industrie du futur, sur la santé du futur, parce que c'est nos cœurs de métier, mais vous allez y travailler en incarnant une démarche RSE, en incarnant les grandes transitions numériques, écologiques, énergétiques. Et c'est ça que vous allez apporter en transformation dans les entreprises. Et donc, je suis toujours un petit peu gêné quand je vois des jeunes diplômés qui prennent la parole sur des scènes lors de remise de leur diplôme en disant je veux pas aller bosser, je caractérise, hein, je veux pas aller bosser chez Total parce que le pétrole c'est pas beau et c'est pas bien. Oui, mais si on n'a plus aucun ingénieur qui va bosser chez Total, à un moment donné, on n'anticipe pas la transition énergétique de demain, parce qu'une entreprise comme ça va forcément. Voilà. Donc, prenez sur vous et en fait, soyez les acteurs de cette transition. Et si on n'accompagne pas nos diplômés dans ce cadre-là, en fait, on loupe notre mission. À la question, on me dit il n'y a pas de réponse dogmatique, il y a une réponse en conscience. Et effectivement, vous avez raison d'insister sur le fait que les futurs leaders que vous préparez auront déjà la conscience du besoin de plus de RSE, plus de durabilité. C'est le début de la transformation des entreprises par cette forme de leadership. Et il faudra bien que des Total Energy soient transformés. Je ne peux qu'abonder dans ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur cette question talent, innovation? Et j'aime bien Stanislas, hein, la question de l'imbrication entre la poule et l'œuf. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point Oui, peut-être. Oui, Mathieu. Peut-être un élément pour prendre les choses en amont. Nous, Focal, notre société, nos contraintes actuelles ne nous soumettent pas pour l'heure à des réglementations RSE en lien avec la loi AGEC applicables à aujourd'hui. Elles seront applicables dans le futur. Donc là, il y a le volet dans les prochaines années. Donc il y a le volet anticipation de ces nouvelles réglementations qui doit être prise en compte. Et dans le cadre de l'innovation et de la transformation de nos produits et du marché, nous, ce qu'on a réalisé là ces derniers mois, c'est la création d'un département purement innovation au sein de la société qui a pour objet la recherche de nouveaux matériaux et de processus innovants avec une prise en compte de l'aspect durable et de l'aspect RSE de ce qui est recherché. Donc là, c'est un élément que je voulais apporter. La structuration de l'entreprise et quand Jacques Frayol évoque le fait qu'il faut effectivement s'y prendre en amont, je pense que c'est tout à fait vrai puisque la réaction prendra 3, 4, 5 ans, voire sera trop tard. Donc il faut forcément anticiper. Un dernier point qui veut là, sur ce sujet talent et innovation. On passe sur un accélérateur suivant. Je retiens peut-être 3 choses. Il y a bien cette question de l'imbrication et du projet. Je retiens anticipation, proactivité. Et il n'y a de toute façon pas d'exécution de stratégie, notamment quand c'est d'innovation, quand on n'a pas les talents qu'il faut. Le projet, proactivité, et anticipation et talent. Il y a un deuxième accélérateur que je voulais évoquer, et Caroline, vous l'avez, je pense que vous l'avez déjà tous un peu abordé, c'est la question quand même de l'écosystème salaire. Quand on est dans un territoire, on est connecté ou on ne l'est pas. Et je vais paraphraser Stanislas lors de la préparation, et je vais probablement mal le paraphraser parce que j'étais dans un aéroport, Stanislas, je n'ai pas pris toutes les notes, mais vous avez dit quand on a accès à des ressources d'un territoire, on se doit
être une ressource pour ce territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être concrètement, ça veut dire quoi dans votre agenda? Oui, je vous ai dit, donner cette image. En fait, l'entreprise est sur son terrain, sur son terreau. On puise tous les jours. Et comme toute plante qui puise, si on ne régénère pas le sol s'appauvrit. Et le rôle du chef d'entreprise, de l'entreprise, c'est de s'assurer que le terreau ne s'appauvrisse pas. Et donc, si on n'est pas contributeur, si on ne vient pas nourrir le terreau, et qu'on ne fait que sucer globalement les substrats, eh ben, on ne fait que rendre ou s'assurer de la dégénérescence de son terrain. Donc ça, c'est une des convictions qui est la mienne. Donc du coup, mon quotidien, ou en tout cas, comment on procède, pour moi, il est fondamental de donner autant qu'on ne prend, d'équilibrer les choses. Après, chacun le fait avec son temps, avec son intérêt, son envie, sa motivation. Mais chacun, en tout cas c'est ma conviction, quand on est sur un territoire, se doit de lui rendre. Il ne faut pas oublier que la France, comme beaucoup de pays du monde, ne fonctionne que parce qu'il y a équilibre et qu'il y a temps donné. Les associations fonctionnent parce qu'il y a un investissement des individus, des entreprises à faire fonctionner ces associations. Le système paritarisme français est un système qui ne fonctionne que parce qu'il y a un investissement multipartite, puisqu'il n'est pas que bipartite, mais multipartite pour ce paritarisme. Et c'est 99% du temps donné pour arriver à faire fonctionner l'ensemble de ces institutions, dispositifs qui sont clés pour nos territoires et pour nos économies et pour tout ce qui permet du coup à notre France de fonctionner. Donc ne pas donner, c'est globalement être une sangsue. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'avoir une vision très RSE, très intégrée, très holistique de ce que l'on doit être quand on est entreprise, chef d'entreprise sur son territoire. Et ça veut dire que, en fait, vous êtes dans des réseaux, dans des think tanks? Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas tout à fait répondu pratiquement à votre question du coup. Voilà, chacun choisit, comme je disais, ce qu'il fait. Moi, je m'investis beaucoup sur l'industrie, aider, faire grandir, comprendre ce qu'est l'industrie, l'importance d'une industrie, comme on l'aime de l'appeler maintenant, 4.0, en quoi c'est fondamental, justement sur le champ de l'innovation, sur le champ du développement des technologies, des compétences nécessaires à générer ou avoir des industries qui soient du coup des industries performantes de demain. Je m'investis également sur des sujets du coup d'appui, d'aide à faire grandir la compréhension et les sujets économiques et sociétaux sur les territoires. Mais en fait, le territoire doit se voir de façon un peu multiforme. Il y a son territoire de proximité, où je passe une partie de mon temps, et il y a aussi son territoire de façon plus globale, où je passe beaucoup de temps au niveau national ou au niveau international, parce que de la même façon, il ne faut pas voir son territoire sur une zone de kilomètres, il faut voir son territoire sur ce qu'on y trouve de façon globale, de façon générale. Donc je passe beaucoup de temps aussi au niveau national ou international, puisque de la même façon, faire grandir son métier de façon positive, vertueuse, est aussi importante que de passer du temps sur son territoire de proximité à faire en sorte qu'on accompagne les missions locales pour les plus jeunes qui sont en difficulté et ont besoin d'un premier pied à l'étrier. Voilà des exemples plus simples et plus concrets du quotidien. Une première question dans le chat. Léa, qui nous demande vis-à-vis des enjeux de la COP27, quel est l'enjeu majeur pour vous, pour une ETI qui souhaiterait se lancer vers la responsabilité et essayer de s'engager dans cette direction? C'est quoi l'enjeu majeur clé vers la responsabilité pour une ETI? J'ai tendance à dire, une fois de plus, chacun doit analyser et comprendre ce qu'il a envie d'être en cohérence avec ce qui nous entoure. Donc il n'y a pas de règle à donner. Ce que nous sommes chez Eldes n'est pas, j'imagine, ce que Mathieu ou Gilles est non plus et a envie de faire vivre. Donc chacun peut arriver dans cette logique des RSE, de COP ou quel qu'il soit, à se donner sur un axe qui est fondamental.
d'équilibre ou de cohérence d'utilisation des ressources, de dynamique auprès des populations. Donc il y a plein d'axes possibles. C'est pas parce qu'on va choisir tous le même axe que tout ça va fonctionner, c'est parce que justement chacun va faire en sorte d'être le plus investi possible avec sens et cohérence, avec congruence, que tout ça va fonctionner correctement. J'aimerais approfondir cette question de connexion entre les différentes parties prenantes justement de l'écosystème territoire. Caroline, est-ce que dans ce que vous observez, il y a des choses que vous pourrez partager là où il y a des territoires où ça fonctionne bien parce que de pair à pair, on partage des choses? Vous avez parlé, je crois, du Grand Est ou de Vendée, je ne sais pas, c'est peut-être pas c'est quoi le bon exemple? Si, après, c'est vrai que le territoire vendéen est souvent donné en exemple parce que nous, on a eu l'occasion d'aller visiter des usines en Vendée et de par leur culture, l'inscription sur le territoire, par exemple, ils vont faire appel à des fournisseurs locaux, mais ça va être naturellement, ils vont aller chercher les compétences au niveau local. Mais en fait, il y a plein de manières d'entrer en connexion avec le reste des parties prenantes d'un territoire. Et c'est de la même manière que les territoires industriels sont divers, voilà, la recette gagnante varie d'un territoire à un autre. Et on parlait de l'emploi précédemment. Vitré, qui est souvent donné en exemple de territoire justement qui a favorisé le plein emploi, l'emploi et finalement la pérennité de l'industrie. L'idée de la collectivité, c'était de mettre en place une maison de l'emploi. Donc, tout simplement, c'est de regrouper en un lieu Pôle emploi, la formation professionnelle et d'autres institutions qui permettent de faire rencontrer l'offre et la demande. Donc, ce sont des dispositifs comme ça qui sont finalement assez simples, mais auxquels il faut penser. On a pu rencontrer des entreprises qui organisaient des petits déjeuners d'entrepreneurs, où ils échangent leurs idées en termes d'innovation, etc. Après, ça peut être aussi des lieux d'échange, par exemple, interfilières. On a souvent tendance à essayer de vouloir spécialiser les territoires par grand secteur d'activité, mais en fait, on a des échanges qui sont possibles entre des secteurs d'activité très différentes. À Dieppe, il y a un réseau d'entreprises qui permettent le partage notamment de fournisseurs qui sont situés plutôt sur le côté logistique pour servir différents secteurs d'activité. Donc, en fait, il y a une très grande diversité de mise en relation des acteurs. Et encore une fois, ça dépend des territoires. Et après, effectivement, si je reviens à l'exemple de la Vendée, il y a des territoires qui, historiquement, se sont organisés depuis très longtemps autour de réseaux d'entreprises locales, de relations locales, parce qu'ils ont été à l'école les uns avec les autres, etc. On a aussi des entreprises qui essayent, par l'intermédiaire de visites dans les classes de 3e au collège, de faire connaître l'industrie, parce qu'aujourd'hui en France, on va dire que l'industrie n'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant au niveau du collège en termes de formation, ce qui est assez dommage. Mais encore une fois, sur des territoires, il y a des acteurs, il y a des entreprises qui font ce pas-là vers un public qui n'est pas forcément celui auquel on pense initialement. Parce qu'encore une fois, le problème de compétences, il n'est pas à résoudre seulement une fois que les jeunes ont été formés, en fait. Il faut y penser bien en amont. Et ça, c'est peut-être un manque côté France. D'accord. Jacques? Oui, c'est cette notion qui est soulignée aussi bien par Caroline que par Stanislas, que moi je traduis comme étant l'alignement territorial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise ou une école est sur son territoire et c'est infiniment plus agréable si la stratégie du territoire est alignée avec sa propre stratégie. Donc on peut le constater et se dire coup de chance, oui, le territoire se positionne sur industrie du futur, santé du futur, et mon école fait industrie et santé du futur. Sauf que c'est tout sauf de la chance, en fait. Et ça revient à ce que disait Stanislas, est-ce qu'on est une censure ou est-ce qu'on est un acteur? Et ça se traduit par le fait de participer et de donner effectivement de son temps pour participer au CA des clusters, aux rencontres qu'organisent les collectivités territoriales pour réfléchir ensemble sur la trajectoire que prend le territoire, sur
sur effectivement des actions qui peuvent paraître un investissement très long terme sur la sensibilisation des collégiens, voire des primaires sur l'importance de telle ou telle thématique sur le territoire. Et effectivement, on donne, on investit, mais derrière, ça se retrouve sur le fait que on n'est pas en train de faire du contorsionnisme tous les jours et on se retrouve dans un alignement entre sa propre stratégie et la stratégie de son territoire. C'est là où on peut se développer et être efficace. Mais ça se traduit par effectivement investir et investir de son temps, y compris au plus haut niveau. Gilles, on vous a retrouvé, je crois que vous êtes arrivé à votre bureau. Sur la question dans votre agenda, votre connexion à l'écosystème territorial dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager? Est-ce que vous avez eu, vous, des difficultés quand vous vous êtes lancé dans le textile, alors qu'effectivement, ce n'était pas une sinécure en France? Trouver des gens qui vous aidaient, qui se connectaient? Non, je pense pas. Il y a des clubs textiles qui existent. Cependant, moi, je suis pas un friand de tous ces clubs. Excusez-moi, je vais jeter un petit pavé là dans la mare. Je me concentre énormément sur mes clients, sur mes équipes, sur le développement de mon groupe. Et c'est vrai que je ne suis pas trop dans tous les systèmes collaboratifs. Cependant, je peux même vous dire, j'étais inscrit à un club APM que certains doivent connaître, qui est un club de dirigeants, dans lequel je suis parti parce que j'étais plus capable de donner assez de temps à ce club, parce que je me posais toujours la question, est-ce que je dois continuer à aller à ce club ou est-ce que je dois passer tout le temps avec mes équipes et mes clients? Et il y a eu un moment donné où la réponse a été il faut que j'arrête et que je me concentre sur ma stratégie et sur le développement de mon groupe. Aujourd'hui, j'avouerai que c'est un petit peu différent. Pourquoi? Déjà, premièrement, en 10 ans, j'ai fait passer le groupe de 7,5 millions d'euros à plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, et non pas une seule structure, mais 10 structures. Donc, j'ai mis en place des gens opérationnels et j'ai plus une position maintenant de pilote, d'animateur. Et du coup, quand on n'est plus en première ligne opérationnelle, je trouve qu'on s'ouvre un petit peu davantage. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a créé une usine un petit peu époustouflante pour ceux qui l'ont visité ou ceux qui ont pu la voir en vidéo, qui fabrique des chaussures de sport de façon hautement automatisée. Et en fait, dans nos clients, mais aussi dans notre relationnel industriel régional, il y a pas mal de gens qui sont venus la visiter. Et en fait, on est inspirant par le virage qu'on a pris. On est devenu inspirant pour plusieurs types d'industries. Et en fait, en ce moment, je suis assez sollicité justement pour partager de cette expérience et savoir ce qu'on a mis en œuvre pour pouvoir franchir des étapes fortes d'automatisation. Et je vous avouerai que justement, je me repose pas mal de questions sur comment structurer tout ça, parce que je pourrais faire ça en continu, tellement on est sollicité. Donc, je suis un petit peu là-dedans en ce moment de me dire que c'est compliqué de tout ouvrir parce qu'on y a passé des années. C'est du savoir-faire et on a déposé des brevets. Et d'un autre côté, de pas partager parce qu'il y a des confrères qui ont envie d'avancer. C'est l'industrie française et c'est ce qui me motive moi au quotidien, tous les jours, de faire avancer l'industrie française. Donc voilà, donc j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense que je l'aurai d'ici la fin de la semaine. Mais donc, les choses évoluent avec le temps. Gilles, en tout cas, merci pour ce témoignage parce que de fait, il
il est très en concordance et en lien, en congruence, comme dit Stanislas, avec l'introduction de Stanislas. C'est à un moment donné, il y a une question effectivement d'alignement, il y a une question de connexion et de partage. Et j'aime beaucoup, Caroline, le fait d'être au-delà de la filière. De fait, l'industrie 4.0, pour avoir vu la vidéo et pas encore visité l'usine de Gilles, c'est effectivement quelque chose qui dépasse la simple chaussure de sport. Hein. Je pense que chez Stanislas et Mathieu, il y a des choses à regarder aussi. On arrive au bout. Est-ce qu'il y a un de mes invités qui veut encore dire quelque chose? Je suis vraiment désolé par le temps qui m'échappe. Alors, peut-être un élément rapide. On a évoqué assez rapidement les critères RSE. Je pense qu'il y a réellement en France une prise de conscience de la part des industriels de ces enjeux RSE. On a la chance en France d'avoir cette prise de conscience-là et ça peut être différenciant par rapport à un certain nombre d'autres industries dans d'autres pays. Et je crois vraiment que c'est ça qui pourra être un des accélérateurs de l'industrie française dans les prochaines années, la prise en compte de ces éléments-là comme clé de l'accélération future. Merci Mathieu pour cette conclusion qui était le postulat de départ, donc merci beaucoup. J'étais ravi et honoré de vous avoir avec nous. Merci Caroline, merci Jacques, merci Stanislas, merci Gilles, merci Mathieu, merci à l'équipe technique. Merci à vous. Ils bossent comme des dingues. Peut-être qu'il y aura un bêtisier pour les fêtes de Noël. Un petit message à mon ami Thomas. Merci pour la préparation. Et un petit message à Étienne et Jules Denis. Jules est né hier soir et Étienne aurait dû être là. Voilà, donc c'était un petit coucou pour lui. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour les prochains webinaires. De nouveau, n'oubliez pas ceux de demain sur le rôle des achats. Dans la question de la durabilité et de la performance durable. Et demain soir, avec Laurent Grand-Paul sur la bascule écologique. Merci beaucoup encore et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Climate change threatens each nation in the world. Et chaque minute compte. L'accord de Paris est accepté. Transformer les entreprises pour transformer le monde.